Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous tous si vous nous rejoignez. On se retrouve en ce mardi matin pour un numéro de Sguard en compagnie de notre invité, le député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Toujours député, donc, Laurent Marcangeli, voilà, pour peu de temps, mais quoi qu'il en soit, toujours député. On va faire un Sguard un peu particulier cette semaine, puisque justement, à quelques jours de ce premier tour des élections législatives, on va dresser un petit peu le bilan de votre mandat de député. Vous n'avez pas souhaité donc reconduire ce mandat. Vous soutenez, on le rappelle aujourd'hui, Jean-Jacques Ferrare dans cette première circonscription de Corse du Sud. Et on va justement parcourir en votre compagnie durant cette semaine ce bilan législatif. Tout d'abord, à titre personnel, qu'est-ce que vous en retenez ? Beaucoup de choses. D'abord, un changement de vie fondamental. Le fait de devenir parlementaire... C'était quelque chose de très particulier, c'était le fait d'accéder à une responsabilité de premier plan. J'avais que 31 ans, c'était une victoire in extremis, pas attendue très clairement, parce que les voyants n'étaient pas forcément favorables à ma victoire en 2012. Et j'en retiens des éléments positifs. D'abord, je pense avoir bien travaillé, on aura l'occasion de le voir pendant la semaine. J'ai également progressé humainement, parce que bon, voilà, quand on est à ce niveau-là de responsabilité et qu'on fait de la politique, on rencontre des gens particulièrement intéressants, on avance, on grimpe les échelons, on apprend un certain nombre de choses. Je suis juriste, j'ai exercé la profession d'avocat, le fait d'être dans le cadre de la fabrique de la loi à l'Assemblée nationale, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Je crois aussi avoir essayé, au niveau qui était le mien, de faire avancer un certain nombre de dossiers, et d'un point de vue national, puisque le député c'est un élu national, mais aussi et surtout d'un point de vue local, où j'ai défendu un certain nombre de choses, plus spécifiquement attachées à notre territoire, à la Corse, et à la première circonscription de la Corse du Sud. Après, d'un point de vue plus négatif, parce que tout est contrasté dans la vie, j'ai pu constater les défauts de la vie politique française, notamment dans le cadre de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et je pense que les résultats de l'élection présidentielle du mois d'avril et du mois de mai sont liés à ces défauts. Les Françaises, les Français aujourd'hui savent mieux les choses, ne supportent plus un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre de comportements aussi qui paraissent totalement en décalage. Et ça, je l'ai touché du doigt. Sans citer de nom, il y a parfois trop un esprit de caste qui règne au sein de l'Assemblée nationale, au sein du monde parlementaire. Les partis sont organisés de manière beaucoup trop déconnectée de la réalité du terrain, et c'est un petit microcosme dans lequel les médias d'ailleurs aussi jouent un rôle prépondérant, que les gens ont visiblement voulu rejeter les 23 avril et 7 mai dernier. Donc il y a un côté globalement et majoritairement positif, puis il y a un côté parfois où on se dit que les choses auraient pu être mieux, mais en même temps il y a un système qui existe depuis longtemps, qui m'a précédé, qui je l'espère va changer dans les mois et les années à venir, parce que sinon lors des prochaines élections nationales, je crains que la situation soit catastrophique, parce que les gens sont en attente de voir quelque chose de nouveau, et de nouveaux comportements surtout. Justement, vous avez dit sur cette vision de la politique globalement, vous avez dit la politique ça permet d'avancer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a cette déconnexion avec la rue, entre les élus et le monde de la rue. Aujourd'hui vous espérez justement que les choses vont changer, qu'il va y avoir une sorte de réconciliation pour ne pas, on l'a bien compris, voir arriver les extrêmes. C'est ça votre crainte ? Ma crainte, c'est ça. Non, l'autre crainte aussi, c'est de voir véritablement le citoyen se déconnecter complètement de la vie politique. L'abstention est quand même importante, et chez nous, elle est encore plus sur les présidentielles. On l'a vu, c'est un fait marquant, avec un nombre de votes blancs et un nombre de votes nuls aussi très élevé. Le sentiment que les gens n'y croient plus. Il ne faut pas croire non plus qu'on vote énormément aux autres élections. On est en train de se déconnecter encore. Sur les élections territoriales du mois de décembre, le premier tour, la participation était très faible. Je crois qu'il y avait 55% des gens qui ont voté seulement au premier tour en décembre 2015.
et pas beaucoup plus au second tour. Mis à part les municipales qui mobilisent beaucoup, parce que là pour le coup on est sur les problèmes liés à la proximité et tout le monde s'accorde à dire que le maire et les élus municipaux un peu partout en France demeurent les plus populaires parce que on a le sentiment de s'y retrouver lorsqu'on voit monsieur ou madame le maire sur le territoire où qu'on se trouve d'ailleurs. Mais il y a un problème de déconnexion, il y a un problème aussi qui tient à deux choses que pour moi personne n'est parvenu véritablement à juguler ces dernières années. Qu'est-ce qu'on nous reproche ? La première chose, c'est pas tenir les engagements. Ça est arrivé tellement de fois au niveau national de voir un président élu sur un programme et faire l'inverse de ce qu'il avait annoncé, ça déçoit. Et l'autre chose, c'est l'absence de résultats. Et là, c'est encore pire. J'ai 36 ans, j'en aurai 37 à la fin de l'année. On parle du chômage depuis que je suis né. Pourtant, beaucoup de politiques ont été tentées. Il y a une fracture qui est en train de s'élargir entre plusieurs France et même plusieurs Corses. On le voit très bien à l'intérieur même de la ville d'Ajaccio, où du côté de l'ouest de la ville, on vote d'une manière, du côté de l'est de la ville, on vote d'une autre, aux élections présidentielles. J'insiste bien parce que sur les municipales, on voit que les choses sont un peu plus équilibrées. Et il y a la France des champs, la France des villes, le périurbain. On sent qu'il y a de plus en plus de fractures. Les banlieues, où le problème, on en parle depuis plus de 20 ans et également il n'est pas réglé, au contraire. Et puis vous rajoutez à cela la situation du monde, qui n'est pas forcément que liée à la politique nationale française, avec le terrorisme, avec la montée en puissance des fondamentalismes, et notamment du fondamentalisme islamique, qui fait des victimes tous les jours dans le monde entier. Et pas forcément qu'en France, pas forcément qu'en Europe, mais également sur le théâtre des opérations au Moyen-Orient. Les gens aujourd'hui sont connectés, ils ont tous les moyens de pouvoir se renseigner sur les réseaux sociaux, sur des chaînes d'information en continu, et ils sont beaucoup plus renseignés sur ce qui se passe, et ils ne pardonnent plus. Je pense l'inefficacité et le manquement à une certaine éthique et à la parole donnée. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait de la politique, il faut avoir à l'esprit que si on ne respecte pas ses engagements, et si surtout on est inefficace, il vaut mieux pas se représenter à un autre mandat. C'est pas la raison pour laquelle moi, en ce qui me concerne, je ne me présente pas, mais je crois qu'en réalité, le président sortant du mois de mai, François Hollande, ne s'est pas présenté parce qu'il savait très bien ce qu'allait se passer s'il était candidat. Il avait échoué et il n'avait pas tenu ses engagements et il est parti. Moi, je pars pour d'autres raisons. C'est justement dans ce monde-là que Jean-Jacques Ferrare se présente. Oui, je pense qu'il le dit lui-même, il a un certain nombre d'idées, il a des valeurs qui sont des valeurs idéologiques, politiques, il appartient à une famille qui est la même que la mienne, nous avons aussi nos divergences, nos nuances, nos différences, mais il y a aussi l'être, ce qu'il est dans sa vie familiale, ce qu'il est dans sa vie professionnelle, ce qu'il est dans sa vie humaine, et ce qu'il est aussi dans sa vie politique depuis qu'il a décidé de s'y engager, c'est-à-dire il y a un peu moins de 10 ans, lorsqu'il a voulu rentrer dans le parcours qui est le sien aujourd'hui, c'est-à-dire il a été élu local, il s'est présenté à une liste sur les élections municipales, ensuite il a été mon suppléant, nous avons gagné l'élection législative, il a parcouru cette circonscription avec moi pendant 5 ans et il est devenu président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, il a bien travaillé à cette responsabilité qui est lourde, qui est complexe, qui est parfois mal comprise encore parce que on se tourne plus vers le maire que vers le président de la CAPA qui demeure encore un peu une forme d'objet politique non identifié, mais il l'a fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'intégrité et surtout avec un souci d'efficacité qui aujourd'hui obtient des résultats. Donc il se présente aujourd'hui sur un autre mandat. Je pense que si les électrices et les électeurs de cette circonscription lui font confiance, ils n'auront pas à le regretter, tout comme j'espère qu'ils ne regrettent pas de m'avoir fait confiance il y a 5 ans. Merci beaucoup Laurent Marcangeli, merci. On va se retrouver dès demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour à notre invité Laurent Marcangeli, bonjour donc, député maire d'Ajaccio. On va parler de votre bilan en fait, en tant que député, en tant que parlementaire. Donc on a fait un petit point un peu plus personnel et politique, mais on va rentrer dans le concret aujourd'hui. Le bilan de Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse du Sud. Vous avez participé, on a retenu les arrêtés Millot, on a retenu des interventions importantes aussi à l'Assemblée nationale.
Oui, bon, il y a plusieurs rôles lorsqu'on est parlementaire, hein. D'abord, il y a les rôles fondamentaux, hein, qui sont ceux de n'importe quel député, de n'importe quel sénateur, c'est-à-dire le contrôle du gouvernement d'abord, parce qu'on exerce une mission de contrôle. La fabrique de la loi, comme je vous le disais hier, à savoir voter ou non les textes proposés, les élaborer quand cela est possible, les amender lorsque cela est souhaitable. Il y a tout un travail le plus obscur de commission, de travail derrière les murs que l'on peut voir à la télévision. Après, il y a un côté aussi de défense d'un territoire. Je me suis attaché pendant cette mandature à essayer de défendre la Corse et de défendre les Corses. Et puis, il y a aussi un travail d'étude parfois où vous plongez dans un sujet beaucoup plus précis, soit dans une commission d'enquête parlementaire, soit dans une commission de contrôle des politiques publiques. Donc il y a tout un panel de choses qui font que le travail parlementaire est particulièrement varié. Et puis il y a aussi les rencontres qu'on peut nouer qui, elles, sont carrément hors les murs de l'Assemblée. Et je peux vous dire que ça m'a facilité la tâche d'être député pour rencontrer des gens concernant la problématique de l'hôpital d'Ajaccio, concernant la problématique de la centrale du VAD, concernant les problématiques, comme vous le disiez tout à l'heure, des droits de succession, où vous avez des rencontres hors les murs avec des personnalités qualifiées, avec des membres du gouvernement ou leurs collaborateurs ou collaboratrices, avec également des personnes qui représentent des grandes entreprises et qui sont tous plus ou moins attachés à rencontrer les parlementaires. Donc il y a pas mal de choses à faire lorsqu'on est un parlementaire. C'est ça, quand vous évoquez la défense d'un territoire, c'est à travers aussi, pas forcément quelque chose de concret du rôle du parlementaire, mais à l'Assemblée nationale, mais aussi tout ce lobbying, entre guillemets, qu'on peut opérer. Il faut en faire. Il faut en faire. Si vous voulez que votre territoire soit défendu et représenté, il faut le faire. On a eu la démonstration de toute manière de l'efficacité de cette méthode à l'occasion du débat sur les droits de succession qui s'est achevé au mois de février dernier. Si nous n'avions pas été tous d'accord, ça ne serait jamais passé. S'il n'y avait pas eu une véritable concordance entre ce que disaient les 4 députés de la Corse, plus François Pouponne qui est venu se rajouter par-delà les clivages politiques et par-delà, je dirais même, nos appartenances géographiques, puisque bon, même si nous sommes tous Corses, nous avons tous nos nuances en fonction des circonscriptions que nous représentons, il n'y aurait pas eu cette avancée, il n'y aurait pas eu ce sauvetage in extremis, qui n'est qu'un report, hein. Il ne faut pas non plus croire que nous avons véritablement tiré le gros lot, mais c'était un travail qui n'était pas donné et qui a permis d'être effectif parce que nous nous sommes mis autour de la table. D'autres régions le font souvent avec beaucoup plus de force. Vous avez des départements, des régions sur le continent où vous avez les parlementaires qui savent se rassembler autour d'une juste cause, ou du moins qu'ils estiment comme telle, pour défendre leurs intérêts. Nos amis ultramarins le font très facilement. Ils se rassemblent sur des sujets de manière très claire, très forte, mais pas seulement eux. Je pense à mes amis alsaciens, ils sont très liés, leur appartenance à cette région est très forte et ils savent se faire entendre ensemble lorsque le besoin s'en fait sentir, même s'ils n'obtiennent pas toujours satisfaction. Et vous avez également d'autres départements où vous sentez qu'il y a par-delà les clivages partisans une volonté de représenter un territoire. Donc nous ne sommes pas seuls à défendre les intérêts d'un territoire, les autres le font. Et je pense que nous avons progressé durant cette mandature parce que sur d'autres sujets, avant mon élection à l'Assemblée nationale, j'ai cru m'apercevoir qu'il y avait quand même toujours une difficulté à se mettre tous autour d'une table pour pouvoir discuter. Je ne dis pas que ça a été une véritable balade de santé pendant ces 5 années. Il a fallu attendre pratiquement la fin du mandat pour que nous puissions nous mettre d'accord, notamment sur les droits de succession. Mais nous y sommes parvenus parce qu'à un moment, nécessité fait loi, c'est le cas de le dire. Et nous avons réussi à faire un bon travail, d'ailleurs en accord avec le gouvernement de M. Valls et puis de M. Cazeneuve. Jean-Michel Baillet étant un petit peu le grand ordonnateur de cette réflexion, de cette méthode. Mais néanmoins, derrière, il y a eu le travail des parlementaires. Et si nous n'avions pas été soudés,
si nous nous étions pas mis d'accord pour que ce soit Camille Drocazère qui soit le rapporteur de cette loi, puisque c'était celui qui avait le plus travaillé sur la question, même si chacun avions nos expériences, nos idées et nos qualifications. Si nous n'avions pas réussi à rejoindre François Pouponne, qui quand même était le seul à être membre du Parti Socialiste et donc proche du gouvernement sur cette affaire, peut-être que les choses auraient été plus compliquées. En tout cas, c'était un bon travail parlementaire qui démontre que lorsqu'on arrive à parler d'une même voix et à faire tomber un peu les clivages, on réussit. Et c'est très rare qu'il y ait des lois qui passent et qui soient signées par des partis différents. De mémoire, il n'y en a eu qu'une seule, c'est celle sur la fin de vie, qui avait été signée par Jean Leonetti et Alain Claes. Jean Leonetti, député maire d'Antibes, les Républicains, Alain Claes, député maire de Poitiers, Parti Socialiste. Donc ce sont des moments assez rares dans l'histoire de la vie parlementaire française. Vous parliez de Jean-Michel Beillet, sous votre mandature, on va dire aussi, lors de votre mandat plus précisément. Donc il y a eu ce vote des ordonnances qui est passé aussi devant l'Assemblée nationale. Et là, une petite désillusion quand même pour vous. D'occasion gâchée. C'est une occasion gâchée, je pense que l'avenir finira par nous le dire, parce que cette réforme, elle a été un peu bâclée. Moi j'ai de grandes craintes quant à l'avenir. La centralisation du pouvoir entre les mains d'une seule entité, d'un seul exécutif, sur un territoire aussi compliqué que le nôtre, ça va créer des désillusions. Ça créera des désillusions quel que soit celui ou celle qui occupera le fauteuil de président d'exécutif. J'ai bien cette inquiétude en moi, je l'ai dit pendant tout le temps parlementaire. J'ai fait des contre-propositions, j'entends certaines personnes dire que peu de choses ont été proposées en contrepartie. C'est totalement faux. Dès le début de ce projet, avec Madame Lebranchu à l'époque, qui était la ministre avant M. Baillet, j'ai, avec d'autres, fait entendre une voix un petit peu discordante. Je ne voulais pas que tout soit transféré sur une collectivité unique. Je considérais que oui, il fallait que les territoires, y compris les plus fragiles, soient mieux représentés, y compris s'il fallait avoir une réflexion sur le mode d'élection, de désignation des conseillers territoriaux, avec peut-être la création de circonscriptions électorales à l'intérieur de la Corse, pouvant assurer à chaque territoire d'être représenté. Ça n'a pas été visiblement entendu. Ce que je reproche sur cette loi, sur cette réforme, sur ces ordonnances au gouvernement, c'est de n'avoir en réalité voulu qu'une seule chose, c'est faire plaisir à l'actuel pouvoir exécutif en Corse, acheter une forme de paix, qui de toute manière était déjà obtenue, parce que je crois que beaucoup de gens ont compris que la vie publique en Corse avait besoin de pacification, y compris ceux qui la dirigent aujourd'hui, la Corse. Et je crois qu'on a bâclé une réforme qui aurait pu être beaucoup mieux réalisée. L'avenir nous dira si c'est une réussite. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis particulièrement inquiet, je le dis. La collectivité unique naîtra peut-être et certainement le 1er janvier prochain. Je ne sais pas qui la dirigera. Beaucoup le veulent. Tout le monde verra au moment venu les résultats de cette réforme. Je crois qu'il manque quand même un certain nombre d'éléments pour en faire une réforme qui soit équitable et qui soit, je le pense, véritablement profitable à la Corse et aux Corses. Merci beaucoup. Merci. Laurent Marcangeli. Merci, on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Notre invité durant toute cette semaine, on parle de votre bilan de parlementaire dans cette première circonscription de la Corse du Sud. On se souvient de nombreuses interventions, notamment celle face à Manuel Valls. Combien de prises de parole, combien de prises de position en tout? Vous avez une idée un peu de... Non, je ne me souviens pas, j'ai pas tenu une comptabilité, je crois qu'elle est visible sur certains sites internet. J'ai pas été dans le quantitatif, j'ai voulu être dans le qualitatif. Vous y avez référence à une intervention que j'ai eue en avril 2013 face au ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. C'était par rapport à une question au gouvernement liée au fait qu'il avait dit que la Corse était culturellement violente. J'ai parlé avec mon cœur. Je n'avais pas préparé de texte. J'ai parlé comme je le ressentais. Je me sentais outragé. Je pense que beaucoup sur la Corse tout entière et même en dehors, nous avons eu le même sentiment, et je l'ai fait parce que j'estimais que l'essentiel était en jeu, c'est-à-dire ne pas se rebeller ce jour-là aurait été une faute. Je l'ai fait avec ma personnalité, du moins la personnalité qui était la mienne à l'époque, parce que j'ai évolué. Je pense que je pourrais encore aujourd'hui agir de la même sorte, parce que les propos de l'ancien ministre avaient été particulièrement durs pour nous.
et je l'avais ressenti comme tel. Mais par la suite, dans le mandat, j'ai pris du recul avec les questions au gouvernement, notamment sur la dernière partie de ce mandat, parce que je trouve que c'est un cirque qui ne donne pas une belle image de la vie politique. L'expérience que j'en ai au bout de 5 années, c'est que voir le mardi et mercredi sur France 3 des parlementaires qui se transforment en enfants turbulents, qui hurlent, qui beuglent parfois, contre un gouvernement, qui font une forme de jeu de rôle qui passe très mal auprès de nos concitoyens, ne sont pas de nature à justement assurer une vie politique apaisée et du moins responsable. Si on est parlementaire, demain, il faut quand même avoir un certain sens des responsabilités. Alors évidemment, quand un ministre fait une bourde grossière et grave, il mérite d'être interpellé comme je l'ai fait. C'est en tout cas ce que je pense. Je crois qu'une majorité de nos concitoyens en Corse et Corse sont, à mon avis, du même avis que moi. Mais l'expérience qui a été la mienne pendant ces 5 années m'a amené à parfois avoir honte du comportement de certains collègues, quelle que soit leur coloration à l'Assemblée nationale, parce que c'est ce que les gens retiennent dans toutes les circonscriptions, les 577 circonscriptions. C'est pas forcément le meilleur spectacle. On n'est pas là que pour poser des questions. Lorsqu'on est parlementaire, on est là aussi pour apporter un certain nombre de solutions. Et ce jeu de mise en scène, parfois, il dessert la vie politique et la vie parlementaire en particulier. Je crois d'ailleurs que les députés, durant cette mandature, ont été particulièrement outranciers, quelles que soient d'ailleurs leurs appartenances, et que ça n'a pas forcément servi la cause de l'Assemblée nationale et le système parlementaire. Pour tout vous dire, il m'est arrivé aussi de poser des questions parfois dures, une en particulier, lorsque Jean-Marc Ayrault était Premier ministre et que François Hollande était venu pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération. J'avais été dur, on était en campagne électorale. Hollande était venu carrément pour servir la soupe de mon prédécesseur qui était en campagne électorale, tout comme moi. Mais j'aurais peut-être pas dû l'exprimer d'une telle manière dans le cadre de l'hémicycle. Maintenant, je le dis avec le recul qui est le mien, au bout de 3 années, plus de 3 années, presque 4, je ne le ferai peut-être pas de la même manière. Je l'aurais exprimé d'une autre façon, pas dans l'hémicycle. Bon, j'ai eu cette question. J'avais bien annoncé la couleur à mon groupe et j'ai été particulièrement virulent, mais c'est pas la meilleure question que j'ai posée. J'en ai posé d'autres sur le fond, sur le VAD, sur l'alimentation de l'électricité en Corse du Sud et sur le pays ajaccien plus particulièrement. J'en ai posé sur la situation aussi de la sécurité dans l'île au moment où il y avait des assassinats, notamment au début de mon mandat où c'était des moments assez difficiles. Sans polémique aucune, bien au contraire. J'en ai posé sur des thèmes plus nationaux, comme l'emploi, le développement économique. J'ai même un ministre qui s'appelle Macron, une fois que j'avais interpellé par rapport au manque de réformes que j'estimais imputable au gouvernement pour faire baisser le chômage en France. Il m'avait répondu, une réponse qui en valait une autre, mais c'était sa réponse. J'ai également parlé de transport, parce que il y a eu les affaires liées à la compagnie maritime. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé là-dessus durant la mandature également. Donc voilà, il y a eu des questions qui étaient déconnectées de la Corse, pas connectées puisque nationales, et des questions qui étaient beaucoup plus insulaires, qui m'ont permis de poser un certain nombre de questions au gouvernement. Après, vous avez les interventions en hémicycle sur les lois, soit celles que vous défendez, soit celles auxquelles vous vous opposez. J'ai défendu un texte législatif que j'ai rédigé pendant cette mandature. C'était sur le service minimum dans les transports maritimes. C'était un de mes engagements de campagne. J'ai défendu ce texte seul dans l'hémicycle. Il n'y avait pas grand monde. C'était un jeudi soir. Il était tard. Il était presque minuit. Et nous étions peut-être 5 ou 6 députés sur 577. Ce sont des expériences, ce sont des tranches de vie. J'ai également défendu d'autres textes proposés par certains de mes collègues de mon groupe, UMP puis républicain. Et puis je suis intervenu sur un certain nombre de sujets. À chaque loi de finances, vous avez la possibilité d'avoir un temps de parole pour dire sur le budget de l'éducation nationale, est-ce que vous êtes d'accord sur ça, sur les orientations générales, sur le budget de la justice, sur le budget de l'armée, de la défense. Donc voilà, il y a eu un tas d'interventions de ce type. Je ne suis pas recordman des interventions. À vrai dire, je vais être honnête, à partir de 2014, mes responsabilités municipales m'ont tenu éloigné de l'hémicycle. Il y a eu 2 années à peu près qui ont été très fournies en travail parlementaire, de 2012 à 2014. Et puis après, à partir du moment où je suis devenu maire,
les choses sont devenues plus compliquées. J'ai dû limiter mon temps de présence à l'Assemblée nationale et donc le limiter à 2 jours, ce qui au final fait assez peu pour être un député pleinement assidu et pleinement en capacité de s'exprimer. Donc on va retenir peut-être un regret donc sur cette intervention aujourd'hui, pas spécialement sur votre intervention, mais sur le fait que souvent les parlementaires peut-être cherchent un certain buzz, ce qui n'était pas votre cas quand vous avez fait... ce qui n'était pas votre cas, mais quoi qu'il en soit, certains parlementaires, c'est un peu ça que vous regrettez dans le système actuel. Bon, je trouve que c'est regrettable. Et puis non, moi, je ne voulais pas le buzz. J'étais en campagne électorale, j'avais 4 ans de moins. Après tout, je suis assez jeune. La campagne électorale des municipales de 2014, je pense que chaque Ajaxienne et chaque Ajaxien se souvient, elle n'a pas été facile. D'ailleurs, son résultat a été contesté et il reste des traces. 3 ans après... elles sont là, je ne suis pas là pour parler de ma vie personnelle, je suis maire de tous les Ajaxiens, mais elles laisseront des traces, elles ne sont pas effacées, et on est dans un contexte dur. Et de voir le chef de l'État, le président de tous les Français, venir à Ajaccio pour promettre la citadelle, pour promettre le fonds de baie, pour promettre en pleine campagne électorale, ça m'avait un peu révolté, parce que c'était des ficelles qui en réalité n'étaient pas des ficelles, mais qui étaient des câbles visibles par la personne à la vue la plus déficiente. Donc j'étais un petit peu énervé et remonté. Bon, je ne pense pas que l'hémicycle était le meilleur des lieux. Ça m'a permis d'avoir une confrontation avec le chef du gouvernement à l'époque, parce que c'est lui qui a répondu, ce qui est rare. D'avoir une réponse du chef du gouvernement. J'y suis arrivé à plusieurs reprises à faire répondre un chef de gouvernement à mes questions, mais néanmoins, je pense que c'était pas le lieu approprié. Et donc je m'inclus un peu dans ce cinéma qui a pu exister à l'occasion des questions au gouvernement. Je vais vous dire, lorsque Manuel Valls est venu au mois de juillet dernier, que nous déjeunions à la préfecture, on était tombé au moins sur un accord. C'est que peut-être les questions au gouvernement n'avaient plus d'utilité. Et moi je formule le vœu, si on veut faire en sorte que la politique, au sens noble du terme, retrouve ses lettres de noblesse dans le cadre du débat parlementaire, peut-être de les supprimer. C'est pas forcément utile, on peut travailler d'une autre manière, on peut poser des questions au gouvernement écrites, j'en ai posé des tas pour avoir des réponses sans pour autant faire le jeu un peu de cirque qu'on peut assister les mardis et mercredis. Merci beaucoup. Merci. Laurent Marcangeli, merci, à demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine, on retrouve Laurent Marcangeli, notre invité, bonjour. Bonjour. On parle de votre bilan parlementaire, on en a largement parlé hier, le cumul des mandats, la loi sur le non-cumul des mandats. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est bon, c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Est-ce qu'un élu local qui est également parlementaire peut être plus efficace? Est-ce que le fait de n'être que parlementaire par rapport à élu local, ça éloigne les gens de la proximité de son territoire? Je l'ai voté, la loi, donc je m'y étais engagé en 2012, bien que n'étant pas particulièrement expérimenté, puisque j'étais que conseiller général en 2012. Et j'avais dit pendant la campagne électorale, je vous l'avais dit d'ailleurs ici même, si mes souvenirs sont bons, que je voterais cette loi qui consistait à ne plus pouvoir être chef d'un exécutif local et parlementaire. Et lorsque la loi a été proposée par le gouvernement, je l'ai votée. J'ai fait partie des 4 ou 5 députés de droite à la voter, nous n'étions pas nombreux. Je l'ai fait parce que je pensais, et je n'avais pas tort de le faire, que tout cumuler n'était pas une bonne chose. Je l'avais dit en tant que candidat, j'ai essayé de m'astreindre cette discipline une fois élu à mes responsabilités. Je n'ai pas pu empêcher le cumul total des fonctions de maire, de président de l'ACAPA et de député entre avril 2014 et octobre 2014, date de ma démission suite à l'annulation des élections, parce que la situation politique n'avait pas rendu possible que nous présentions à l'époque à la présidence de l'ACAPA quelqu'un d'autre que moi. J'avais déjà l'idée de proposer à Jean-Jacques Ferrara de le faire. Les élections ont été annulées, nous sommes représentés après la démission, nous avons gagné, et là je l'ai fait avec lui et avec l'ensemble des conseillers communautaires qui ont bien voulu accepter de le désigner président, parce qu'il a été élu président, il n'a pas été nommé président, tout comme il a été choisi par d'autres que moi pour être le candidat aux élections législatives. Je ne suis pas un roi avec un sceptre qui désigne les gens, je n'ai pas du tout cette conception de la vie publique.
J'essaye de pousser les gens qui me semblent être le plus adaptés à un certain nombre de responsabilités. Mais je voudrais quand même rappeler une chose aussi sur ce cumul des mandats. Il y a des habitudes en France. Quand il y a un recours contre une élection, on n'est pas obligé de se mettre en conformité avec le cumul des mandats. Lorsque j'ai été élu maire, j'étais aussi conseiller général, j'étais député, je me suis fait élire président de la CAPA, et mon élection a de suite été attaquée par mon prédécesseur. J'aurais pu rester conseiller général. Et dès le mois de mai 2014, j'ai quitté ce mandat. Rien ne m'y obligeait légalement. Personne ne l'a remarqué. Je l'ai fait parce que j'ai une certaine idée de la vie politique. Ce que je dis quand je suis en campagne électorale, j'essaye de le faire lorsque je suis aux responsabilités. Je suis l'un des seuls en France à l'avoir fait. Tout comme je suis l'un des seuls en France à avoir démissionné après une élection annulée. J'ai pas fait l'appel que tout le monde fait. Je me souviens de la tête de certaines responsables de ma famille politique de très haut niveau lorsque je leur ai dit que j'allais démissionner. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je faisais ça. Donc le vote sur la loi sur le cumul, il s'est fait aussi dans cet état d'esprit. Il est attendu des Français, ce non-cumul. Et je pense que les gens veulent avoir des élus qui soient véritablement à leur responsabilité. Je vous disais hier que à partir du moment où je suis devenu maire, mon activité parlementaire s'en est ressentie. On ne peut pas tout faire, surtout quand on est élu de la Corse. On est certes à 1h30 d'avion, mais c'est loin. C'est loin. Et exercer une fonction de maire, c'est important. Ça prend du temps, surtout d'une ville comme la nôtre, Ajaccio, où 70 000 habitants, un large pays ajaccien, au développement économique très soutenu, où aujourd'hui il y a du mouvement. Il faut être présent, surtout sur un premier mandat, ce qui est mon cas. Donc j'ai pu voir que ce cumul un peu effréné, n'avait plus beaucoup de sens aujourd'hui. Et je voudrais aussi rétablir une autre chose, on ne cumule pas les indemnités. Je profite de l'occasion que vous me donnez de parler du cumul des mandats. Lorsqu'on cumule, c'est pas pour gagner des sous, puisque de toute manière, il y a un plafond. On ne peut pas gagner plus. Voilà. Donc, on ne prend pas le cumul pour les sous. On prend le cumul parce que parfois, effectivement, certains se disent il faudrait que je sois en même temps à Paris pour défendre des dossiers. Moi, je pense en réalité que c'est une bonne chose que cette loi. Nous aurons des parlementaires désormais qui auront beaucoup plus de temps à passer à Paris dans le cadre de leur responsabilité de parlementaire. Puis nous aurons des élus locaux qui auront aussi plus de temps à passer sur leur territoire dans le cadre de leur responsabilité. Et si demain il faut que je monte à Paris ou que j'aille ailleurs pour défendre Ajaccio ou le pays ajaccien, je le ferai. J'ai pas besoin d'être député pour le faire. Je pense que Jean-Jacques Ferrara sera demain un très bon député présent 4 jours sur Paris, ce qui m'était totalement impossible. Alors justement, dimanche, premier tour de ces élections législatives, comment est-ce que vous voyez un peu cette circonscription ? Je ne fais aucun pronostic. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail. Je l'ai fait, comme je le dis toujours, avec tout mon cœur. Je n'ai pas ménagé ma peine pendant ces 5 années. J'ai toujours défendu la Corse, j'ai toujours défendu Ajaccio. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une élection qui s'ouvre. Il y a un choix. Il n'y a pas de sortant. Il y a pléthore de candidats, ils sont 10 à concourir. Il y a toutes les tendances qui sont représentées. Je ne suis pas là pour les commenter. Chacun reconnaîtra les siens. Je crois que le parcours le plus clair, l'homme qui a les idées les plus correspondantes à ce qu'il a toujours été dans sa vie publique, dans sa vie d'homme, ça reste Jean-Jacques Ferrara. Alors comme ça tombe bien qu'il est de la même famille politique que moi, c'est-à-dire la famille de la droite et du centre, que c'est mon ami, que ça a été mon suppléant, que ça l'est encore d'ailleurs, et que nous travaillons ensemble avec la ville et la CAPA depuis maintenant quelques années, évidemment j'espère et je pense qu'il sera élu parlementaire. Ceci étant dit, une élection c'est une élection. C'est une glorieuse incertitude, comme dans le sport. Les électrices et les électeurs doivent comprendre qu'il faut voter. C'est important. C'est pas une élection qui ne compte pas et qu'il faut voter pour quelqu'un qui saura être à la hauteur. Ça tombe bien, c'est le slogan de mon ami Jean-Jacques Ferrara. C'est pas rien d'être parlementaire. On n'est pas là pour compter des voix pour une élection au mois de décembre et on n'est pas là pour représenter un courant que l'on n'a jamais véritablement incarné dans sa vie antérieure. On est là pour avoir des convictions fortes, et on est là aussi pour pouvoir représenter un territoire et travailler correctement pour l'avenir d'un territoire
national et d'un territoire local qu'on représente à l'Assemblée nationale. Donc je crois que pour tout ça, Jean-Jacques Ferrara et Xavier Lacombe seront les meilleurs, un en tant que suppléant, parce qu'un suppléant est important, je l'ai démontré pendant ma mandature, et Jean-Jacques sera naturellement celui qui, à mon avis, de par son expérience et son être, pourra être le meilleur député pour les 5 prochaines années. Donc évidemment, je ne fais pas de campagne publicitaire, je dis ce que je ferai, moi je voterai pour lui, et j'espère que celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu faire pendant 5 ans en feront de même. Alors plus généralement, pour terminer, Laurent Marcangeli, sur cette majorité présidentielle, celle d'Emmanuel Macron avec un Premier ministre, on l'a vu, issu de votre famille politique, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est jouable? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que le mélange des genres n'est pas une bonne chose. Il y a des attitudes qui sont parfois assez difficiles à comprendre. Vous savez, vous ne m'entendrez pas dire du mal d'Édouard Philippe, c'est un ami. C'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai pour lui un profond respect et une réelle amitié. Je n'aurais pas fait ça à sa place. Nous en avons discuté, personnellement. Y compris à quelques jours de sa nomination à Matignon. Moi je suis dans une famille politique, j'ai des divergences à l'intérieur de cette famille politique, pas grand chose à voir avec Laurent Wauquiez, je ne vais pas vous le cacher, mais en revanche c'est ma famille politique, et dans cette famille politique il y a de nombreuses personnalités qui comptent, qui sont élues à des responsabilités éminentes, qui ont parfois eu des responsabilités très importantes, avec lesquelles nous avons choisi de continuer de défendre nos couleurs. Parce qu'Emmanuel Macron n'est pas totalement, en tout cas il faudra qu'il le dise, qu'il fasse un coming out, qu'il dise qu'il est de droite, pour moi n'est pas membre de cette famille politique. Donc le mélange des genres, le mariage de la carpe et du lapin, je ne pense pas qu'il s'agisse de la meilleure manière de gouverner ce pays. Ça peut faire illusion un temps, ou sinon je me trompe, et là vous m'inviterez, et je vous dirai que je me suis trompé, parce que je n'hésite pas parfois à dire que j'aurais dû agir autrement lorsque je pense que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je vous l'ai dit cette semaine dans le cadre de ce rétro-planning sur mon action parlementaire, notamment sur une question au gouvernement. Mais aujourd'hui, je suis très dubitatif, parce que Emmanuel Macron a été élu, non pas par défaut, mais il n'a pas été plébiscité par les Français. Il a été choisi au premier tour sur un score faible, avec un message assez brouillé. Je vois beaucoup de gens autour de lui qui ont été responsables de la situation dans laquelle François Hollande a laissé ce pays, des gens qui étaient membres du Parti Socialiste, qui ont abandonné le Parti Socialiste, qui est aujourd'hui en train de mourir, et je demande à voir, je le ferai dans un esprit constructif, c'est-à-dire que je considère qu'il ne faut pas être opposant à tout le temps, mais en revanche, il ne faut pas oublier que les gens ont besoin de repères, qu'il y a une droite dans ce pays, il y a une gauche, il y a une extrême gauche, il y a une extrême droite, il y a un centre, mais qu'on ne peut pas gouverner avec les idées de tout le monde et gouverner avec tout le monde, parce qu'à un moment, je pense que ça fait désordre. Peut-être, est-ce que je me trompe? Nous verrons dans les mois, les années à venir de quoi il en est. Aujourd'hui, il y a une forme d'état de grâce. Le président est jeune, il est de ma génération, il est charismatique, il a bien compris les choses. Il n'a pas fait d'erreur de communication depuis qu'il est président de la République, comme ses prédécesseurs. Il a su donner à son rôle une stature, une tenue que peut-être on avait oubliée depuis quelques années, mais après tout, ça fait que 3 semaines qu'il est là où il est. Le quinquennat, c'est court et c'est long, et on verra comment les choses se passent. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour commenter justement le résultat des législatives. À lundi. À lundi.